Mes bien chers geekettes, mes bien chers geeks, bienvenue dans un 100% exceptionnel. En effet, aujourd'hui, nous aurons la critique de Geometry Wars 3 Dimensions. Dans Crunch Time, on nous expliquera ce qui se cache derrière le terme game design. Et dans Metal Missile et Plastic Gun, Jean-Marc continuera à nous déballer son incroyable collection Exosquad. Tout ça après les news. Zoe Castillo holds the power to shape dreams and save us from the undreaming. Après un premier livre de Dreamfall Chapters sorti récemment, le 21 octobre plus précisément, Red Thread Games commence à teaser sur la deuxième partie de son jeu épisodique qui devrait en comporter 5 au total. Les premières images de ce teaser rappellent le principal du premier épisode et les différents mondes de Dreamfall Chapters. En fin de bande-annonce, le développeur distille avec parcimonie quelques images de son nouveau chapitre dont la date n'est pas encore annoncée. Celui-ci s'intitulera Rebels. Il y sera question de rédemption et l'occasion de réaffirmer l'importance des choix et des conséquences dans ce jeu. Double Fine Production s'était fait discret ces derniers temps quant à l'avancement du deuxième acte de son jeu Broken Age. Si la première partie, sortie en début d'année, était magnifique et très bien écrite, sa courte durée de vie laissait un peu sur sa fin. Le développeur a donné quelques nouvelles sur l'avancée des travaux. L'objectif serait désormais d'entrer en alpha en fin d'année. Le jeu serait tout de même entièrement jouable pour les premières phases de test en ce moment, ce qui aurait permis d'évaluer la durée de cet acte entre 8 et 12 heures de jeu. La qualité d'écriture et de réalisation devrait toujours être au rendez-vous, mais pour que le titre puisse être fignolé comme il faut, il est plausible qu'il faudra attendre que l'année 2015 soit bien entamée avant de mettre la main dessus. En avril 2014, Petroglyph Games commençait à communiquer sur son prochain RTS qui se veut dans une veine classique, sans manquer d'ambition, Grey Goo. Depuis, le développeur continue la production de son jeu à son rythme. Les tests qu'il a pu mener sur sa version alpha et les retours qui en découlaient semblent assez concluants, ce qui lui permet de rentrer d'ores et déjà dans une phase de finalisation de son titre. Grey Goo a donc désormais une date de sortie, le 23 janvier 2015. Les joueurs dans peu de temps pourront donc choisir leur faction. Les bêtas, les gardiens d'un grand héritage qui peuvent s'adapter, les humains, architectes de la destinée plutôt résistants, et les ghouls, agents du chaos, qui pourraient bien consumer toute vie là où ils passent. Petite révolution dans le monde de Geometry Wars, sympathique shoot 'em up dont nous atteignons déjà le 3e volet. En effet, dans cet épisode, la map, elle est plus plane, elle est en volume. Et là, c'est incroyable, parce que le titre Geometry Wars 3 dimensions, en fait, on peut le lire Geometry Wars 3 dimensions. C'est incroyable, non? Ils auraient dû y penser. Ou alors ils l'ont déjà fait, en fait, je me ridiculise depuis le début de ce plateau. Ça me paraît totalement improbable. Au début, il n'y avait rien, juste de la neige électromagnétique. Puis les premiers pixels sont apparus. Ces derniers n'ont pas tardé à se tirer dessus. Et puis les pixels, petit à petit, se sont multipliés. Pour finalement donner naissance à l'un des premiers genres majeurs du jeu vidéo, le shoot 'em up. Avec le temps et les avancées technologiques qui vont de pair, le shoot 'em up est passé petit à petit du statut de genre majeur à celui de jeu de niche, délogé comme il le fut par le FPS. Mais l'explosion de la scène indie et du dématérialisé a électrisé ce genre quasi moribond qui, telle la créature de Frankenstein, s'est redressé en embrassant ses pairs. Le néo shoot 'em up est né. Velocity 2X, Resogun, Blue Frouzers, TXK, pour ne prendre que des exemples récents. Et bien entendu, Geometry Wars. La série de shoot 'em up Geometry Wars est née un peu par hasard sous la forme d'un minigame planqué dans le garage de Project Gotham Racing 2, sorti en novembre 2003 en exclusivité sur Xbox. Suite au succès de ce minigame, le studio anglais Bizarre Creations en a fait un jeu à part entière, sorti en téléchargement sur Xbox 360 en novembre 2005 sous le nom de Geometry Wars Retro Evolved. Les sorties se sont par la suite enchaînées avec un portage PC en 2007, suivi d'une version DS et Wii toujours en 2007 nommée Geometry Wars Galaxies. Une version mobile étant également sortie entre-temps. La Xbox 360 s'est par la suite accaparé la licence, d'abord avec Geometry Wars Waves, un minigame accessible au lancement de Project Gotham Racing 4, puis d'un nouveau jeu téléchargeable sur le Xbox Live, Geometry Wars Retro Evolved 2, en 2008, dont Waves sera d'ailleurs l'un des nouveaux modes de jeu. Mis à part une nouvelle version mobile sortie en 2010, Geometry Wars Touch, la série n'a plus donné de ses nouvelles. La raison de ce silence est connue, le studio Bizarre Creations ayant été fermé par Activision en 2011 suite aux échecs commerciaux consécutifs de Bloodstone 007 et de Blur.
Pourtant, aujourd'hui, 6 longues années après la sortie de l'immense Geometry Wars 2, qui reste l'un des jeux les plus téléchargés de la 360, et 3 ans après la fermeture de Bizarre Creation, voici que sort, un peu de nulle part, Geometry Wars 3 Dimensions. Si le créateur originel de la saga, le programmeur game designer Stephen Cakebread, n'a pas participé à son développement, une partie de l'équipe originelle a bossé sur ce titre. Il a en effet été créé par Lucid Games, un studio fondé en 2011 par d'anciens membres de Bizarre Creations, au même titre que Curly Rocket, Grubby Hands, Totem Games ou encore Hog Rocket, qui a depuis fermé ses portes. Studio d'ailleurs cofondé par Stephen Cakebread, qui poursuit depuis sa carrière en solo. On notera au passage que ce dernier n'est pas mentionné ou remercié dans les crédits. Geometry Wars 3 Dimensions est toujours édité par Activision, qui doit certainement détenir la licence du jeu, et s'avère être le tout premier titre à sortir sous le label Sierra. Oui, Sierra. Comme le Sierra fondé à la fin des années 70 par Ken et Roberta Williams, grands concurrents à l'époque de LucasArts sur le terrain du jeu d'aventure point and click, avec des licences telles que King's Quest, Space Quest ou encore Les Jours sous Larry. Un label lancé par Activision donc, destiné à regrouper des jeux indépendants ainsi que des reboots de vieilles licences, tels King's Quest, qui devrait être le second titre publié sous le label Sierra en 2015. Passons maintenant au jeu lui-même, dont les fondamentaux sont les suivants. Les contrôles utilisent les deux sticks analogiques, le gauche pour se déplacer, le droit pour tirer. Les ennemis sont des formes géométriques au comportement distinct, qui ne tirent pas, mais avec lesquelles toute collision est mortelle. Les graphismes du jeu sont minimalistes et renvoient à l'esthétique d'Asteroids. Le scoring est la dynamique centrale du jeu, structurée en mode et non sous la forme classique d'une succession de niveaux ponctuée par l'apparition de boss. Voilà en gros les clés de la franchise Geometry Wars, qui s'est également démarquée par son excellence technique, graphisme épuré mais en 1080p, temps de chargement inexistant entre deux parties et framerate à 60 images par seconde, cela va de soi. Ainsi que son emballage moderne, musique électro et couleurs explosives typées néon. Il convient ici de préciser une chose importante. Geometry Wars 3 Dimensions reprend des éléments de deux jeux, Geometry Wars Retro Evolved 2, bien sûr, mais aussi Geometry Wars Galaxies. Du coup, le jeu offre en plus des modes classiques, pacifisme, roi, vague, temps limité, évolution, et des 5 nouveaux venus, un mode aventure structuré en niveaux avec des boss point de passage, nécessitant un nombre d'étoiles suffisant avant d'être débloqué. Chaque niveau propose une toute nouvelle grille tridimensionnelle, prenant des formes diverses, grilles ondulées, sphères, cacahuètes et ainsi de suite. On notera également la présence de drones évolutifs, déjà présents dans Galaxies, qui permettent de renforcer la puissance de ces tirs, leur cadence ou de collecter par magnétisme les multiplicateurs de points, représentés par des losanges verts. Plus on utilise un drone, plus il deviendra performant. Sans être insurmontable, la difficulté du jeu est assez élevée et obtenir 3 étoiles dans chaque niveau ne sera pas évident. Voir le bout du mode aventure, composé d'une 50aine de niveaux, pourra donc prendre un certain temps, sachant que de sa progression dans ce dernier dépendra le déblocage de nouveaux drones et niveaux bonus. Et bien entendu, le scoring et la rivalité qui en découle se concrétisent par des classements en ligne et la notion de rivaux, justement, les scores de vos amis étant clairement visibles. Lorsque l'un de vos scores est battu par un ami, un faisceau lumineux apparaît d'ailleurs brièvement sur l'écran de sélection des niveaux, et ce, quel que soit le mode sélectionné. Au mode classique, bonus et aventure, tous jouables uniquement en solo, s'ajoute une petite campagne coop en local, jouable à 4, malheureusement limitée à 10 niveaux. Ainsi que 2 modes compétitifs, uniquement jouables en ligne, ce qui est dommage, les serveurs PS4 étant totalement désertés au moment de la réalisation de cette critique. D'où l'absence d'images pour illustrer cette partie. Stock confronte 2 équipes pouvant accueillir chacune jusqu'à 4 joueurs, dont l'objectif sera de tuer le boss en premier, en gérant son stock de balles, limité à 50. Il faudra donc récupérer des packs de munitions et partager son stock avec les autres joueurs via une touche dédiée. Invocateur oppose également 2 équipes qui chercheront à obtenir le meilleur score possible en contrôlant et en shootant des tours qui font apparaître des vagues d'ennemis. Geometry Wars 3 Dimensions est un bon jeu complet et très bien réalisé. Une suite qui parvient à innover, ne serait-ce que visuellement, via l'ajout de grilles tridimensionnelles, mais aussi d'un point de vue gameplay, grâce à l'apport d'un mode aventure solo et coop, même si ce dernier est terriblement court et uniquement jouable en local, et de 2 modes compétitifs online. Est-ce que cette suite est supérieure à Geometry Wars Retro Evolved 2 ? Non. Est-elle de moins bonne facture ? Tout dépend des modes. Est-elle très différente du 2 ? Oui et non. Si vous n'avez jamais joué à un Geometry Wars, on ne peut que vous encourager à télécharger cette suite, mais si vous avez passé beaucoup de temps sur le 2, de nombreux détails vont vous agacer. Beaucoup de critiques et de joueurs ont mis en avant le fait que les gameplays proposés étaient moins purs, ce qui ne veut pas dire grand-chose dans l'absolu. Pourtant, il s'agit du mot juste. Geometry Wars 3 n'est plus aussi accessible, zen, addictif et satisfaisant que pouvait l'être Geometry Wars Retro Evolved 2.
Prenons un mode emblématique, pacifisme. Mode de jeu où l'on ne dispose que d'une vie et où l'on ne peut pas tirer, les ennemis ne pouvant être éliminés que grâce aux 2 explosions générées en passant à travers les portails qui apparaissent aléatoirement dans le niveau. De nombreux joueurs ont passé des heures sur ce mode dans Geometry Wars 2, et ils n'en passeront sans doute pas autant sur le 3. Pourtant, à première vue, les 2 modes sont identiques. Les règles sont les mêmes, et comme pour les autres modes classiques, la grille unique du niveau est plane, enfin, légèrement incurvée. Pourtant, la lisibilité n'est plus la même. Les déformations du terrain, la taille et l'opacité des explosions, ainsi que les effets associés perturbent la lecture du joueur et nécessitent de sa part une concentration plus importante, limitant du coup la possibilité d'enchaîner les parties comme on pouvait le faire sur le 2. La hitbox, ou masque de collision, est également définie avec moins de clarté, que ce soit pour le vaisseau du joueur ou les ennemis, qui peuvent passer à travers une explosion sans que l'on comprenne réellement pourquoi. Une question que l'on ne se posait pas en jouant à Geometry Wars 2. Dans ce dernier, les cercles concentriques, qui s'élargissent brièvement juste après avoir déclenché les 2 explosions liées au franchissement d'un portail, définissaient clairement la zone de désintégration. Ce n'est plus le cas dans le 3. Ce qui limite l'utilisation d'une technique très fun, largement exploitée dans le 2, qui permettait de foncer tête baissée dans un tas d'ennemis situés juste derrière un portail. Dans le 3, ça marche parfois, mais pas toujours. D'autant plus que la taille et le rendu visuel des explosions camouflent désormais les ennemis qui s'en sont sortis. Qui dit lisibilité moindre, dit finesse moindre. Geometry Wars 3 a donc perdu en pureté. On notera également que dans ce mode, et d'autres également, le jeu affiche des conseils en début de partie, conseils qui ne sont absolument pas adaptés au jeu. Il est donc agaçant de se voir rappeler à chaque nouvelle partie que l'on doit faire évoluer son drone pour progresser, sachant que dans Pacifisme, le vaisseau n'est pas accompagné de son drone. Détail ? Oui. Mais dans un shoot où le score prime et les parties s'enchaînent, un détail peut vite devenir un défaut. Évidemment, ça marche dans les 2 sens. De nombreux détails sont également là pour prouver que les développeurs ont peaufiné leur jeu. Il est ainsi possible de relancer immédiatement une partie en appuyant sur le bouton carré après avoir perdu. En coop, si seul le score total compte, le jeu affiche le score individuel de chaque joueur, la mort de l'un d'entre eux entraînant uniquement la perte des multiplicateurs qu'il a récoltés. D'où un petit côté compète, même lorsque l'on joue ensemble. Dommage du coup que la campagne coop se boucle en moins d'1 heure. On va s'arrêter là pour cette critique. Si nous sommes allés aussi loin dans l'analyse, c'est parce que Geometry Wars Retro Evolved 2 reste l'un des meilleurs jeux de sa génération, un neo shoot 'em up parfait. Sa suite s'en sort avec les honneurs, mais n'est pas le chef-d'œuvre qu'était son prédécesseur. C'est dommage, mais ça n'en fait pas pour autant un mauvais jeu, loin de là. Il est grand temps à présent de retrouver Crunch Time, dans lequel on va nous expliquer ce que signifie Game Design. Alors comme Julien Pirou ne veut pas dire d'ânerie, il est prudent, c'est tout à son honneur, il se fait assister par Arthur, qui lui aussi est prudent, mais pour d'autres raisons. Bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons un invité spécial qui va nous présenter le métier de game designer. Bonjour, je suis Arthur Prudent, game designer chez Amplitude Studio, développeur de jeux indépendants basé à Paris. Je travaille actuellement sur le projet Dungeon of the Endless. Lorsque l'on me demande ce qu'est le métier de game designer, je dis pour simplifier que j'écris les règles du jeu. Mais dans un jeu vidéo, il existe des centaines, voire des milliers de règles à définir. Ma tâche principale consiste à les documenter afin que le reste de l'équipe puisse les apprendre à la machine par le biais de la programmation et les montrer aux joueurs par le biais des images et du son. Bien sûr, le rôle du game designer diffère en fonction du type et de la taille du projet, ainsi que son état d'avancée. Lors de la phase dite de préconception, c'est-à-dire lorsque l'équipe n'est pas au complet, le game designer doit écrire les grandes lignes du jeu, ce que va faire le joueur, les épreuves qu'il rencontre, le contenu qui sera proposé. Cela permet au chef de projet d'envisager le budget nécessaire et le déroulé de la seconde étape, celle de la création du jeu à proprement parler. Pendant cette phase, la réalité rattrape le game designer. Il est presque impossible de décrire sans faille le design d'un jeu en amont. C'est la raison pour laquelle on conçoit des prototypes sous la forme de petits programmes ou en papier pour tester les mécaniques de jeu et surtout que l'on développe un jeu sous forme itérative.
Cela signifie que le game designer décrit une fonctionnalité, elle est implémentée puis testée, et suivant les retours, il faut mettre à jour la documentation et recommencer le processus jusqu'à atteindre la perfection ou les limites du budget. Plus tard dans la conception, le game designer et les level designers sont en charge de la progression et de l'équilibrage du jeu. Alors que l'édifice prend de la hauteur, il est impératif d'assurer le bon déroulé d'une partie, son rythme, sa difficulté pour conserver l'attention du joueur. Il arrive que l'on compare le game designer à une machine à produire des idées en pagaille, mais en vérité, il travaille avant tout dans le cadre fixé par de nombreuses contraintes, qu'elles soient celles d'un producteur, d'un client, d'un budget ou la vision du directeur créatif. C'est là le défi et l'intérêt du métier. De plus, il est un récepteur et non pas un émetteur à idées. Tout le monde a des idées, des remarques à faire. Son talent réside dans le tri et la formalisation de ces informations en conservant au maximum la cohérence du jeu. Il doit être capable de se mettre à la place du joueur ciblé par le produit pour comprendre ses attentes et ses réactions. Le game designer n'est pas enfermé dans une tour d'ivoire, mais plutôt au carrefour des métiers qui constituent une équipe de développement. Il doit sans cesse communiquer dans les deux sens avec les programmeurs, les graphistes et les chefs de projet. Il passe la plupart du temps à exposer ses décisions et à en débattre plutôt qu'à réfléchir à des solutions aux problèmes rencontrés. Le profil d'un game designer est assez hétéroclite. Il s'agit à la fois d'un métier créatif, mais qui demande une grande rigueur, de l'organisation et beaucoup de logique. Des connaissances en art ou en programmation sont toujours un plus pour comprendre et dialoguer avec le reste de l'équipe. Sa capacité à communiquer est primordiale, que ce soit par document ou à l'oral, car il s'agit du cœur de son métier. Il est grand temps à présent de retrouver Jean-Marc, notre Jean-Marc généreux à nous. Enfin, pas généreux avec les enfants, puisqu'il refuse de leur prêter ses jouets Exosquad. Calibou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Comme vous pouvez le constater, de rechef, la saga Exosquad continue. Alors aujourd'hui nous allons voir deux nouvelles iframes. Donc d'un côté dont le nom me remplit de joie, c'est l'Interrogator iframe. Ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Le gars à l'intérieur n'est pas là pour rigoler. Et puis de l'autre côté, le Subterranean Special Mission iframe, qui est un iframe très intéressant parce qu'il y a de nombreuses possibilités bien ciblées. Nous allons voir ça très rapidement. Donc voici le Général Draconis. Tout un programme, un Neo Sapiens, et puis avec de l'agressivité en plus. Nous sortons sa bête, l'iframe. Le combat va pouvoir commencer. Alors, l'Interrogator iframe a ça aussi d'intéressant, c'est qu'il offre pas mal de petits détails, de petites choses qu'on peut lui rajouter, notamment un petit radar et d'autres antennes de communication qui terminent le design général. Petite subtilité, nous avons ici des petits bras supplémentaires au cas où l'ennemi s'approcherait un peu trop. Il y a toujours moyen de l'attaquer, de lui infliger des dommages à une distance vraiment très réduite. Donc ces deux particularités sont les suivantes. D'abord, comme vous pouvez le constater, j'ai mis un point dans le bras droit de l'iframe. Ensuite, sa particularité, c'est de lancer des bolas. Nous mettons les boules à l'intérieur des chargeurs. Le fait de les enfoncer charge les lanceurs, voilà. Et puis ensuite, au prix d'une petite coordination de votre part, c'est-à-dire d'appuyer sur les deux boutons bien en même temps, je lance les boules qui vont aller empêtrer les jambes de l'adversaire, le projetant ainsi au sol et me permettant de le terminer le plus proprement possible. Donc la caractéristique très intéressante de l'Interrogator iframe, c'est son point. Personnellement, ce qui m'amuse, c'est que ce point est à l'image du point des Neo Sapiens. C'est-à-dire que les Neo Sapiens, comme je vous l'ai dit précédemment, ont 2 pouces opposables et ce point de métal qui se lance possède lui aussi 2 pouces opposables. Donc je trouve ça sympa et original. Et puis
Ça aussi c'est sympa original, vous voyez, du ressort qui propulse bien le projectile jusqu'à la cible. Voilà, ici nous avons des triples lasers au cas où, où avec tout ça le client ne serait pas encore satisfait. Il y a toujours de quoi apporter une petite touche pour qu'il reparte content et surtout silencieux. Nous allons passer au deuxième iframe de cette émission, à savoir le Subterranean Special Mission iframe, qui est vraiment intéressant. Alors lui fait encore partie, je crois, d'une troisième vague qui reprenait les boîtes à flap et à vitrine. Alors, cet iframe est piloté par notre ami Wolf Bronski, qui est le vétéran de Label Squad, c'est-à-dire de l'équipe des héros d'Exo Squad. Nous sortons son iframe, alors qu'il y a un camouflage terre, on va dire. Ça, c'est intéressant, mais ce n'est que le début. On va installer Wolf Bronski aux commandes de son engin. Donc, vous soulevez d'abord la barre de protection. Ça aussi, donc ça ajoute au petit côté engin de construction bulldozer que justement évoque la spécificité de l'iframe. Et voilà, Wolf est prêt à accomplir sa mission. Alors la mission en question peut se présenter sous différentes formes, et pour ce faire, il dispose de plusieurs accessoires. Donc vous voyez ici, le bras droit est un bras avec une pelleteuse. Et c'est sympa parce que la pelleteuse, comme vous le voyez, s'ouvre et se ferme. Les bras sont articulés, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici, par exemple, un groupe de missiles pour commencer à creuser ou pour faire s'écrouler un tunnel, par exemple. Vous chargez. Vous pouvez même cacher à l'adversaire que vous avez des missiles dans la pelleteuse. Et le moment venu, lui mettre un coup de missile de pelleteuse dans la tronche. Hein. Tant pis pour lui. Autre option, le missile tronçonneuse. Donc, ça aussi, c'est très utile pour travailler sous terre et creuser des trous. Et je pense qu'aussi, pour creuser des trous dans la tronche de l'adversaire, ça doit être pas mal. Je ne sais pas si Wolf Bronski a la possibilité de faire tourner la tronçonneuse et ensuite de la projeter dans l'harmonieux faciès de l'adversaire. Mais c'est une perspective qui me séduit. Donc voilà, même chose, vous voyez, du bon ressort qui projette, c'est pas mou, c'est très bien. À mon sens, le feature principal, c'est ce petit moteur qui se trouve à l'intérieur du bras gauche de l'iframe, qui est du même type que ceux que nous avons vus dans nos amis des vaisseaux de Starcom. C'est-à-dire que vous coincez l'interrupteur et vous remontez. Donc c'est un moteur Tommy, je pense, similaire du moins. Voilà, vous l'entendez fonctionner. Un peu de chaîne. Et ici, nous avons un tunnelier. Donc, comme son nom l'indique, qui permet de creuser des tunnels. Voilà. Donc, comme j'ai donné de la chaîne, j'appuie sur le bouton et le tunnelier tourne. Et ça, c'est très sympa et très pratique. Vous enlevez le tunnelier et vous sortez un marteau-piqueur. Bah oui, pour aller sous terre, c'est plus qu'utile. Et vous voyez que le marteau-piqueur reproduit une fonction de recoil, c'est-à-dire comme un vrai marteau-piqueur. C'est plaisant, voilà, du missile, un petit moteur, un design donc toujours original selon la mission à laquelle est assigné ou le personnage ou l'iframe. Donc l'iframe présente des caractéristiques spécifiques à cette mission. C'est ce qui fait que vous pouvez en avoir plein qui ne se ressemblent pas, qui ont des caractéristiques intéressantes et différentes. Voilà pour notre ami Wolf Bronski qui va pouvoir travailler sous terre. Et le grand, l'immense, le général Draconis qui va pouvoir vous interroger et vous faire parler même si vous ne savez rien. Voilà, n'oubliez pas que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants. « 100%, c'est un peu comme une boîte de chocolat. On aimerait que ça dure plus longtemps, mais à la différence de la boîte de chocolat, au moins quand c'est fini, on n'en a pas plein les doigts. Et comme ça, on peut faire des bisous propres. Gros bisous.